Alors, le but de mon exposé aujourd'hui, c'est de répondre à cette interrogation. Les GLT2 inhibiteurs sont-ils une approche thérapeutique holistique du diabète de type 2? Et je voudrais diviser mon exposé en deux parties principales. En fait, répondre à deux sous-questions. Première sous-question, mais pourquoi faut-il une approche holistique, une approche d'ensemble, globale, du diabétique de type 2? Et puis, la seconde partie, ce sera la seconde question, mais comment est-ce que les SGLT2 inhibiteurs, et en particulier l'empagliflozine, comment l'empagliflozine permet-elle de tendre vers cette démarche d'ensemble, vers cet objectif? Alors, première question, ou première sous-question, si on avance, j'avance ici. Je fais quoi pour avancer? Ok, merci. Vous le savez tous, le diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, est associé à terme au développement de complications neurologiques et vasculaires, microvasculaires, macrovasculaires. Il y a consensus. C'est un premier consensus. Mais il y a un deuxième consensus. C'est que... Mais il y a un deuxième consensus. C'est que si on cible le diabète de type 2, c'est la macroangiopathie qui est dominante. C'est la macroangiopathie qui occupe l'avant de la scène. Le risque de pathologie macrovasculaire est multiplié par un facteur 2 à 4. Et ce sont d'ailleurs ces maladies qui vont être responsables, qui vont être la principale cause de mortalité des malades diabétiques de type 2. Par coronaropathie, par accident vasculaire cérébral, et puis aussi, et c'est un nouveau venu, un nouvel acteur, par insuffisance cardiaque. En réalité, je dis c'est un nouvel acteur, ce n'est pas tout à fait correct. L'insuffisance cardiaque, elle est connue comme complication du diabète depuis plusieurs années. Au début du XXe siècle, on constatait que l'insuffisance cardiaque, la décompensation cardiaque, c'était une complication conventionnelle du diabète sucré. Mais ce n'est que plus récemment qu'on en a mesuré les conséquences. Et voilà, en 2017, voilà ce travail de Fitchett qui est assez remarquable et qui vous montre que 40% des malades chez qui on diagnostique un diabète et une insuffisance cardiaque vont décéder dans les 3 ans du diagnostic, par rapport à 4%, heureusement, à 4% seulement des malades chez qui on diagnostique le seul diabète. Au vu de ces données, il n'est donc pas étonnant que les hommes et que les femmes diabétiques perdent par rapport aux personnes non diabétiques 3 à 4 années de leur vie par décès, par mortalité cardiovasculaire. Le tableau est donc bien noir. Mais vous allez me dire, il y a une ouverture, il y a une lumière, et c'est vrai. Et c'est un troisième consensus, l'excellence glycémique. L'excellence glycémique, c'est vrai, elle évite l'installation, elle évite le développement de la microangiopathie. Toutes les études toutes les études interventionnelles vont dans la même direction. Au meilleur l'équilibre glycémique, au moins le risque de microangiopathie rétinienne ou rénale. Et c'est vrai encore, dans une certaine mesure, pour les maladies cardiovasculaires en général, dans une certaine mesure, à court terme, à moyen terme, à long terme. Par contre,
il faut bien le constater, quand on parle de mortalité, il n'y a guère d'effet, il n'y a guère de bénéfice de l'excellence glycémique. Comme le montrait d'ailleurs très bien une méta-analyse de Turnbull il y a quelques années, comme vous le constatez, si l'on cible les décès cardiovasculaires, eh bien, l'excellence glycémique n'amène pas de bénéfice. L'excellence glycémique n'amène pas non plus, dans la même étude, dans la même méta-analyse, l'excellence glycémique n'amène pas de bénéfice en termes de décès par insuffisance cardiaque. Le tableau, je vous le concède, n'est pas vraiment tout à fait noir, mais il reste gris. Et finalement, ça n'est pas tellement étonnant qu'il reste gris, le tableau. Ce n'est pas tellement étonnant quand on en revient aux mécanismes physiopathologiques qui vont amener à la macroangiopathie. L'explication est plurielle, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Certes, il y a l'hyperglycémie, avec les conséquences en aval de l'hyperglycémie. Mais il y a aussi l'insulinorésistance, avec les conséquences de l'insulinorésistance. Et enfin, et j'ai presque envie de dire, et surtout, les autres facteurs de risque conventionnels cardiovasculaires, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle, et il en est d'autres. Alors ce serait incorrect. Ce serait incorrect d'avoir une vision trop glucocentrique, une vision tubulaire glucocentrique pour traiter ou pour prévenir cette macroangiopathie. Il faut au contraire intégrer la dyslipidémie, il faut au contraire intégrer l'hypertension artérielle, il faut avoir une approche globale. Et c'est d'autant plus vrai quand on connaît l'efficacité de traiter une dyslipidémie. Voilà une étude que vous connaissez bien, qui montrait l'efficacité des statines. Eh bien, ben oui, c'est vrai, en termes d'événements cardiovasculaires, en abaissant la dyslipidémie en général, on réduit le risque. On réduit le risque aussi. Et je vous montre l'étude Aube et micro-Aube, ce sont des études anciennes, simplement pour constater que le traitement percé de l'hypertension artérielle améliore les événements cardiovasculaires en général, sans effet néanmoins, c'est intéressant, sur la décompensation cardiaque. Donc, il faut vraiment, au vu de cela, l'intensification glycémique, l'intensification en termes de dyslipidémie, l'intensification en termes de tension artérielle, il faut vraiment proposer une approche globale. C'est ce que la sténo a fait. Elle a proposé cette approche globale chez un petit nombre de malades diabétiques de type 2 avec une microalbuminurie. Mais regardez les résultats après 13 ans en termes d'événements cardiovasculaires, plus de 50% de réduction, en termes de décès, plus de 50% de réduction. Alors c'est à 13 ans. C'est à 13 ans, mais on a aujourd'hui des données encore plus récentes. Regardez, elles ont été publiées dans Diabétologia en 2016. On retrouve exactement les mêmes réductions de risque de l'ordre de 50% en termes de mortalité, d'événements cardiovasculaires, de macroalbuminurie. Et ce n'est pas une caricature. Mais voilà, quand on était dans ce groupe intensif où l'on traitait tous les facteurs de risque, et cela a bien été évoqué par l'orateur précédent, quand on prend en charge et on traite tous les facteurs de risque, eh bien, on gagne 8 années de vie par rapport au groupe conventionnel. Alors voilà, est-ce qu'on a aujourd'hui un médicament, une classe de médicaments, un médicament qui pourrait proposer cette approche globale, cette approche holistique? L'ADA nous dit oui. L'ADA, dans ses dernières recommandations, 2018, nous dit oui. Les inhibiteurs SGLT2, regardez, ils agissent sur la glycémie, ils agissent sur la tension, ils agissent sur le cœur. Est-ce que c'est la potion magique? Je vais essayer, dans la deuxième partie de mon exposé, de vous montrer comment on y est arrivé.
Comment l'empagliflozine s'est imposée dans cet algorithme thérapeutique. Mais avant peut-être de vous parler des effets holistiques des SGLT2 inhibiteurs, juste un petit mot pour vous rappeler le mécanisme d'action que vous connaissez probablement. Nous éliminons tous, les néphrologues nous le diront mieux que moi, nous éliminons tous chaque jour en filtrant par nos glomérules de l'ordre de 180 grammes de glucose. Alors quel gaspillage ce serait si ces 180 grammes de glucose filtraient dans les urines. Mais la nature a bien fait les choses. Il y a des transporteurs au niveau des tubes contournés proximaux qui vont réabsorber ce glucose filtré. Et donc, voilà, au bout du compte, en tout cas à seuil rénal normal, l'excrétion de glucose est nulle. Voilà ces transporteurs SGLT2, SGLT1. Alors que font les inhibiteurs des transporteurs du glucose? Que font les inhibiteurs des SGLT2? Comme M. Lapalisse l'aurait dit, ils inhibent SGLT2. Ils inhibent les transporteurs. Ils empêchent que le glucose soit réabsorbé en totalité. Il y a donc une partie du glucose, il y a donc une glycosurie artificielle. Il y a donc environ 70 grammes sur 80 grammes de glucose filtrés qui ne vont pas être réabsorbés au niveau tubulaire et qui vont arriver, qui vont filtrer, qui vont sointer dans les urines. C'est ça le mécanisme d'action des SGLT2 inhibiteurs. Alors, la théorie, c'est ce que je viens de vous montrer. On perd du glucose, on devrait améliorer la glycémie. On perd des calories, 80 grammes de glucose, c'est 300 calories. On perd des calories, on devrait perdre du poids. Le glucose qui est éliminé, qui est transporté dans les voies urinaires, dans les voies excrétrices, il est couplé au sel. On devrait améliorer la tension artérielle. Ça, c'est de la théorie. Est-ce que c'est du vécu en pratique de tous les jours? La réponse est oui. La réponse est oui. Regardez en termes de contrôle glycémique. Oh, c'est un petit travail que nous avions fait en 2015. Il veut simplement montrer que par rapport à un placebo, l'empagliflozine, à la dose de 10 ou à la dose de 25 mg, il améliore l'hémoglobine glycatée de l'ordre de 0,7 à 0,8% en fonction des études, en monothérapie, en bithérapie, en trithérapie ou même associé à l'insuline. Donc, par rapport au placebo, la réponse est oui, il y a la glycosurie, cette glycosurie induite, elle est bénéficiaire en qualité de contrôle glycémique. Et puis, il y a même mieux, il y a même plus récent. C'est un travail dans cardiovasculaire diabétologie qui vous montre que sous empagliflozine, il y a aussi une moindre variabilité glycémique. Mais ça veut dire quoi? Prenons l'exemple de 25 mg. Au départ, vous avez 50% des glycémies nictémérales qui sont dans les cibles. À l'arrivée, et l'arrivée c'est après un mois, vous constatez qu'il y a les 3/4 ou les 4/5 de la journée qui sont dans les cibles, les 4/5 d'une journée glycémique qui sont dans les cibles. Donc on a gagné aussi, non seulement en termes de contrôle global par l'hémoglobine glycatée, mais aussi en termes de variabilité glycémique, et c'est intéressant. Ça, c'est gagné. Qu'est-ce qu'il en est pour le poids? Le poids, les études vont dans le même sens, dans la même direction. Qu'on prescrive le médicament en monothérapie ou en addition à un autre traitement, vous avez toujours une perte pondérale de l'ordre de 2 kg. Vous avez une perte pondérale de l'ordre de 2 kg. La tension artérielle, rappelez-vous, la perte de sodium, le troisième point. La tension artérielle, dans les études, en fait, c'est un peu une méta-analyse, dans les études, l'amélioration de la baisse de la tension artérielle systolique est retrouvée systématiquement aux environs de 4 mm de mercure. Et puis l'hypoglycémie. Si on était sous inhibiteur SGLT2 pour l'instant, on le serait. Mais il n'y a pas d'hypoglycémie. C'est rassurant. Regardez, en monothérapie sous empagliflozine, il n'y a pas, c'est absolument non significatif. Alors, quel prix à payer? Parce que c'est intéressant. C'est déjà, au fond, le premier temps d'une approche holistique.
on contrôle, on est bon sur les paramètres cliniques et biologiques en général. Alors, quel est le prix à payer? Ben, le prix à payer, c'est ceci. C'est ceci. On a parlé d'une augmentation des infections urinaires. Ça n'est pas vraiment vérifié dans les études, en tout cas pas dans AMPAREC. Ce qui est vérifié, ce qui est vrai, c'est une augmentation des infections génitales, surtout chez la femme qui avait déjà des antécédents de maladies génitales. Et vous voyez que les autres complications, on peut certainement y revenir, les autres complications sont très, je ne vais pas dire anecdotiques, mais en tout cas confidentielles en fréquence. Juste quand même quelque chose qui n'est pas une contre-indication, mais qui est une limitation, c'est l'efficacité sur le plan de la glycémie, sur le plan du contrôle glycémique, c'est l'efficacité de ces médicaments quand il y a une insuffisance rénale. Et là aussi, les études convergent. Voilà un papier de 2018 dans Kidney International qui vous montre que lorsque la filtration glomérulaire, l'MDRD ou autre, diminue, eh bien, l'efficacité du médicament diminue. La glycosurie induite est moins forte, est moins importante. Donc, sur le plan glycémique, le fait d'avoir une insuffisance rénale ben vous avez une perte d'efficacité de l'empagliflozine ou des SGLT2 inhibiteurs en général. C'est un effet sur le rein que je qualifierais au premier degré. Je vous parlerai dans quelques minutes de l'effet sur le rein au deuxième degré. Donc, voilà. On a en 2018 des médicaments efficaces sur le plan glycémique avec des effets collatéraux sur les facteurs de risque cardiovasculaires. On a donc un premier temps d'une approche holistique. Le deuxième temps, c'est le cœur. Le deuxième temps, c'est le cœur, pardon. Est-ce que l'empagliflozine répond à ma demande? Et le papier du New England que vous avez tous lu apporte une réponse sans beaucoup d'ambivalence. Alors, c'est quoi cette étude AMPAREC? Alors, l'étude AMPAREC, c'est une étude qui a inclus 7000 malades diabétiques de type 2. Ce sont des malades diabétiques de type 2 à haut risque cardiovasculaire, je vais vous le montrer. Ce sont des malades qui ont reçu en ajout à leur traitement habituel soit un placebo, soit du Jardiance, de l'empagliflozine à la dose de 10 ou de 25 mg. En ajout au traitement standard qui est déjà, je vous le dirai tout de suite, je vous le répéterai tout de suite, un traitement intensifié sur le plan tensionnel, sur le plan lipidique, sur le plan glycémique. Alors, ces malades, ils sont à haut risque cardiovasculaire. Ce sont des malades diabétiques de type 2, malades, très malades. Je veux dire que la moitié d'entre eux a un diabète de plus de 10 années d'évolution. La moitié d'entre eux est traitée par de l'insuline, et malgré ça, ils ont une hémoglobine glycatée qui est de l'ordre de 8%. Ils sont en termes anthropométriques en surcharge pondérale, ils sont obèses, leur tension artérielle est heureusement bien contrôlée. Comme vous le constatez, malgré ce que je vous ai dit sur le plan rénal, un quart d'entre eux, était caractérisé par une filtration glomérulaire qui était inférieure à 60 ml par minute. Voici la démonstration que c'était bien la prévention secondaire. Pratiquement tous, 100% d'entre eux ont un facteur de risque principal, ont eu une maladie, ont une histoire cardiovasculaire, coronaropathie, accident vasculaire ou autre. Je vous disais, ils sont bien traités. Oui, ils sont bien traités. Pratiquement 100% bénéficient d'un traitement hypotenseur par inhibiteur de l'enzyme de conversion ou autre. Pratiquement 100% d'entre eux, 80% d'entre eux bénéficient d'un traitement hypolipémiant, d'une statine.
pratiquement plus de 80% d'entre eux ont un traitement anti-agrégant par aspirine. Et il est important de rappeler que ces traitements étaient adaptés dans les deux groupes intensifs placebo. Ils étaient adaptés au jour le jour pour obtenir dans les deux groupes le meilleur contrôle possible, glycémique, lipidique, tensionnel. Alors, quel est finalement le but de cette étude? Le but de cette étude, c'était d'évaluer dans les deux groupes conventionnels intensifs, placebo, empagliflozine 10-25 mg, c'était de vérifier, d'évaluer ce qui allait arriver sur le plan cardiaque, en termes de morbidité cardiovasculaire, en termes de mortalité cardiovasculaire. Et donc l'objectif primaire, c'était 3 événements, mean adverse cardiovascular events, le décès cardiovasculaire, l'infarctus non fatal, l'AVC non fatal. Ça, c'est l'objectif primaire, c'est le plus important. Alors, juste une première vague de résultats. Il confirme ce que vous connaissez. On améliore l'hémoglobine glycatée. Alors vous me direz, mais c'est 0,24%, ici c'est moins que ce que vous avez dit. Oui, mais n'oubliez pas que dans le groupe placebo, on intensifiait aussi par d'autres moyens. On essayait aussi d'intensifier le traitement. Donc au bout du compte, une différence glycémique, 0,24%, pas tellement importante. Perte de 2 kg. Tour de taille, réduction de 2 cm, une pression artérielle systolique, le chiffre que je vous avais, auquel vous vous attendiez, 4 mm, une petite différence aussi en termes de pression artérielle diastolique, la fréquence cardiaque ne se modifie pas, et en termes de lipides, globalement, rapport HDL-LDL inchangé, toute petite augmentation des LDL, mais toute augmentation, entre guillemets, compensatoire des HDL. Voilà le bilan des résultats, la première vague. Alors la deuxième vague, ce sont les résultats cardiovasculaires. Et là, on a des choses intéressantes. On a des choses très intéressantes. Voilà l'objectif primaire. Sous empagliflozine, en général, 14% de réduction du MACE, de l'objectif primaire. Et cette réduction de 14%, elle est identique que vous utilisiez 10 mg ou 25 mg, c'est à peu près pareil. Mais donc, en gros, 14% de réduction sous empagliflozine par rapport au placebo. Mortalité, toutes causes confondues. Le résultat, vous y attendez. Le résultat, il est encore plus fort. C'est 32% de réduction de mortalité, toutes causes confondues, et c'est évidemment très, très significatif. Et quand on regarde alors maintenant la mortalité cardiovasculaire, la mortalité cardiovasculaire, c'est la même gamme, 38% de réduction. 38% de réduction sous Jardiance par rapport, ou sous SGLT2 inhibiteur, par rapport au placebo, chez ces malades qui étaient déjà ou qui sont traités intensivement pour les autres facteurs de risque. 4 commentaires additionnels concernant la mortalité cardiovasculaire. Le premier, c'est pour dire, et c'est intéressant sur le plan physiopathologique, le premier, c'est pour dire, cette diminution, cette réduction de risque, ce bénéfice, il est là très tôt, il est là dès les premiers mois. C'est intéressant. Deuxième commentaire, cette réduction de risque, elle est là pour tous les malades, quelle que soit leur pathologie cardiaque, qu'il y ait une maladie monotronculaire, qu'ils aient été inclus avec un passé d'accident vasculaire cérébral, c'est la même chose. La diminution de risque, elle est identique, quelle que soit la pathologie. Troisième considération, elle est toute récente, regardez 2018, c'est vous montrer que cette réduction de risque, cette réduction de mortalité cardiovasculaire, on la retrouve aussi bien chez les malades inclus sans insuffisance rénale qu'avec insuffisance rénale.
Les chiffres sont globalement comparables. On est à 30% de réduction de la mortalité des décès cardiovasculaires. Et enfin, un dernier commentaire, de regarder que la partie supérieure, c'est simplement pour vous signaler que, de nouveau, le résultat en termes de risque de décès cardiovasculaire, il est le même que vous ayez au départ ou non une maladie, une artérite périphérique, une maladie artérielle périphérique. De nouveau, c'est exactement la même chose. Et puis le dernier résultat, il n'est pas le moindre, c'est la réduction du risque d'insuffisance cardiaque. Elle est de 35%. 35% de réduction du risque d'insuffisance cardiaque. Rappelez-vous l'insuffisance cardiaque comme complication du diabète avec ses conséquences. Alors, oui, vous pourriez me dire, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est presque un miracle. Certains l'ont cru, que c'était proche du miracle. Mais l'an dernier, une autre étude, l'étude Canvas, avec la canagliflozine, c'est le même design, a montré exactement, en tout cas en termes d'objectifs primaires, a montré exactement la même chose. 14% de réduction à la décimale près, c'était identique. Alors, un autre commentaire que vous pourriez me faire, c'est « Oui, mais jusqu'à présent, vous avez discuté du bénéfice de ce médicament chez les malades en prévention secondaire, chez des malades très malades sur le plan cardiovasculaire. Et c'est vrai. Qu'en est-il des malades en prévention primaire, des diabétiques de type 2 en prévention primaire? Est-ce qu'on a des données? Déclare, une autre étude doit nous apporter des informations. Mais on a quand même déjà des informations à partir d'une étude observationnelle menée aux États-Unis et en Europe avec les trois inhibiteurs des GLT2. Objectif, vérifier ce que deviennent les risques de décès et d'insuffisance cardiaque chez des malades initiés, traités par inhibiteurs SGLT2 versus des autres traitements hypoglycémiants. Et là, la grande différence, c'est que la majorité de ces patients, 87%, sont en prévention primaire. Le résultat, il est le même. Ou les résultats sont identiques. Regardez la mortalité totale, on a 51% de réduction. Regardez la décompensation cardiaque, l'hospitalisation pour décompensation cardiaque, on a 39% de réduction. C'est identique. Et puis qu'est-ce qu'il en est de la mortalité cardiovasculaire, parce qu'on a quand même beaucoup ciblé ce paramètre-là. Eh bien, on a des données par un papier très, très récent dans le Lancet qui a étudié ça dans le même cadre de cette étude CVD réelle et qui vous montre que, voilà, c'est mortalité cardiovasculaire, 40% ou 45% de réduction. Donc, prévention secondaire, oui, on a EMPA-REC, on a Canvas, et puis prévention primaire, c'est une étude observationnelle, c'est vrai, elle a ses limites, mais on a ces résultats-là. Alors, quelle explication? Pourquoi? Comment? Ce que l'on sait, c'est que le bénéfice est indépendant de l'évolution de l'hémoglobine glycatée. C'est beaucoup trop rapide. Ce que l'on sait, c'est indépendant de l'évolution de la tension, du poids, des lipides, du rein. Ce que l'on ne sait pas, c'est que, oui, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est purement un effet diurétique très précoce? Est-ce que c'est l'hypovolémie? Est-ce que c'est la déplétion volémique? Est-ce que c'est la petite augmentation de glucagon qu'on retrouve chez ces malades-là et qui a un effet inotrope positif? Est-ce que ce serait ça l'explication? Ou alors, est-ce qu'il y en a d'autres très séduisantes, comme celle de Ferranini en Italie, qui nous dit, mais quand vous prenez un SGLT2 inhibiteur, vous augmentez modestement le taux des acides gras et vous augmentez donc modestement les corps cétoniques, en particulier le bêta-hydroxybutyrate.
Et ce bêta-hydroxybutyrate en excès, il va être capté par la cellule myocardique. Et la cellule myocardique va l'utiliser avec un bénéfice par rapport à l'utilisation à partir du glucose. C'est un carburant super, il produit davantage d'ATP, il produit davantage d'énergie, et cela en présence d'un hématocrite légèrement augmenté, d'une hyperoxygénation. C'est un mécanisme, il en est probablement d'autres, mais si vous me demandez la cause exacte, je vous dirai, je ne sais pas. Et si Blaise Pascal vivait en 2018, il répéterait sans doute ce qu'il disait en 1650, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Alors, il nous reste, pour terminer, après ce deuxième temps qui confirme l'approche holistique, il nous reste la troisième approche, le rein. Et on vous a parlé il y a quelques minutes de l'importance du rein, et je partage entièrement ce point de vue. Alors le rein, c'est cet autre papier publié dans le New England et qui vous montre dans la même série de patients que l'administration d'empagliflozine par rapport au placebo amène une réduction des événements rénaux de l'ordre de 40%, 39%. Et ça veut dire quoi, les événements rénaux? Oh, ça veut dire presque tout. Ça veut dire presque tout. Ça veut dire l'aggravation de la néphropathie, ça veut dire l'apparition d'une macroalbuminurie, ça veut dire l'arrivée en dialyse, et on vous a dit comme ça coûtait cher, ça veut dire les décès par maladie rénale. Donc, voilà le troisième temps de l'approche holistique. Quel est le mécanisme? Le mécanisme, il pourrait être l'approche, le traitement de tous les facteurs de risque. Parce qu'enfin, Steno 2, regardez cette publication de 2017 dans Kidney, Steno 2 a montré que l'approche totale, l'approche globale, elle réduisait de 45% non seulement les événements cardiovasculaires, mais aussi les événements rénaux. Alors est-ce que c'est ça? Peut-être, ou alors c'est des mécanismes plus néphrologiques. Et là, c'est intéressant de citer ce travail qui vous montre qu'un mécanisme pourrait être, mais mon collègue néphrologue le dira certainement mieux que moi, c'est que l'arrivée de sel, l'arrivée de sodium au niveau de la macula densa, l'arrivée d'un excès de sodium au niveau de la macula densa initie un mécanisme de rétrocontrôle qui va amener une vasorégulation de l'artériole afférente du glomérule. On a dit, une des causes de néphropathie, c'est une vasodilatation de l'artériole efférente, une vasoconstriction de l'artériole efférente, avec une augmentation de la pression intraglomérulaire. Là, on normalise le tonus de l'artériole afférente, et donc, a priori, on normalise l'hypertension intraglomérulaire. Voilà sans doute un mécanisme intéressant évoqué. Et il est l'heure de conclure. Il est l'heure de conclure pour vous dire que, voilà pourquoi l'ADA en 2018 considère que les GLT2 en général et l'empagliflozine sur base d'Amparec en particulier permet cette approche holistique, cette approche globale. L'ADA confirme en fait une tendance qui était déjà là dans les années précédentes. Toute une série de sociétés savantes de par le monde avaient déjà introduit dans leur algorithme les GLT2 inhibiteurs dans ce cadre de prévention cardiovasculaire et éventuellement de prévention rénale. Alors ma dernière diapositive répond à l'interrogation: est-ce que les GLT2 inhibiteurs, est-ce que l'empagliflozine permet cette approche holistique? La réponse est oui. Et c'est pour cela que j'ai enlevé le point d'interrogation. Je vous remercie pour votre attention.